Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission du Rendez-vous des Futurs. Alors une émission tout à fait singulière puisqu'elle s'inscrit dans le cadre du Festival du Rendez-vous des Futurs qui s'est organisé, qui s'organise si vous nous regardez en direct le 5 et le 6 mai 2021. Cette émission, ce festival, tout cela, tout ce beau projet qui vit depuis 11 ans est coproduit par les talents conjugués de JD Carré, Triple C et Le Cube à Issy les Moulineaux. Nous sommes en direct, tout va bien, installez-vous confortablement, nous allons vivre un beau et bon moment. Vous allez voir. Alors, je ne vous le présente pas, si je vous le présente, allez, je vous le présente. Nils Osmanov, président du Cube, qui accompagne ce projet depuis 11 ans aussi, évidemment, et qui m'accompagne sur quasiment tous les plateaux. Et j'en suis fort aise. Bonjour Nils. Bonjour Éloi. Je vous présente Charlie Bertoneau également. Charlie, bonjour. Charlie Bertoneau est producteur de l'émission Chute, que vous pouvez retrouver sur les réseaux également, et vous le connaissez bien puisqu'il produit également la petite chronique musicale qui nous distille régulièrement dans ses émissions Rendez-vous des Futurs, et nous en sommes très heureux. Bienvenue Charlie. Et nous avons un invité que je vais présenter d'ici quelques secondes, et nous allons parler avec lui. Alors, mon mode, adepte de la simplicité, comme d'habitude, je mets des mots-clés là, on les tricote, on les détricote, on en fait ce qu'on veut. Nous allons parler de rire, nous allons parler d'intelligence artificielle, nous allons parler de l'absurde, nous allons parler d'art numérique, nous allons parler de tout ça avec Daniel Goussens. Bonjour Daniel Goussens. Bonjour. Daniel Goussens, vous êtes, alors c'est pas évident de vous présenter, si ce n'est auteur de bande dessinée, pilier de Flux de l'Acia notamment, Grand Prix du Festival d'Angoulême en 97. Et vous êtes chercheur en IA, en intelligence artificielle également. Finalement, vous êtes un artiste complet. J'ai une question qui peut peut-être m'aider à mieux vous présenter. C'est une question que j'ai empruntée à l'astrophysicien André Braic, c'est plutôt chic. Comment vous répondez à un enfant de 7 ans qui vous demande ce que vous faites dans la vie? Voilà, un enfant de 7 ans, je lui dirais que j'ai commencé par faire de la BD, ensuite je me suis intéressé à un domaine scientifique, l'intelligence artificielle, l'informatique, et les deux ne sont pas du tout incompatibles, c'est deux approches complémentaires et totalement séparées pour s'intéresser au fonctionnement de l'esprit, moi, je dirais. Alors l'aspect affectif avec la BD et l'aspect intellectuel avec l'intelligence artificielle. Merci Daniel Goussens. Moi, je pense que... Charles, Pardon, si, j'allais si, dire, je alors à pense 7 ans, je ne sais que... pas s'il comprendra tout, mais à 9 ans, il peut Voilà, c'est comprendre. ça ce que j'allais dire. L'enfant de 7 ans, il est parti. Charlie Bertoneau, je pense que vous avez une question qui peut aussi nous aider à ramasser un peu les mots-clés que j'ai mis, et puis après, on va dialoguer ensemble. Bonjour Daniel Goussens. Alors, j'ai compris que l'intelligence artificielle, c'était un monde de règles, c'est de la programmation informatique, c'est des 1 et des 0, c'est quelque chose de très cadré. Et puis de l'autre côté, la BD, notamment la BD absurde, c'est quelque chose qui joue au contraire avec les règles, les frontières, les limites, les représentations. Comment vous faites pour passer d'un monde à l'autre? Alors déjà, c'est bien comme présentation, effectivement, parce que je pense que c'est le fonctionnement affectif qu'on trouve dans l'humour absurde est pour l'instant, et à mon avis pour longtemps, totalement inatteignable à l'analyse intellectuelle avec des 0 et des 1, justement, dans le domaine de l'intelligence artificielle ou autre. En tout cas, pas est très loin de ce qu'on peut mécaniser sur un ordinateur. La bande dessinée, je me suis rendu compte, disons, dans les histoires que j'ai faites après coup, que je faisais des histoires où les personnages surjouent des émotions. Euh, et donc, d'une part, surjoue des émotions, surjoue des lyrismes, des mises en scène, des émotions scénarisées comme on les voit en littérature ou au cinéma. Et surtout, mon grand plaisir, le grand plaisir des gens qui font de l'humour absurde, c'est de trouver des situations absurdes ou dérouler ou faire fonctionner ces machines affectives. C'est des situations qui sont volontairement débarrassées de toute espèce de justification intellectuelle, justement, pour montrer au final le fonctionnement d'une machine qui sert à influer socialement, basée sur des intimidations, des séductions. Voilà, c'est l'univers du système affectif, on pourrait dire. Dans notre esprit, dans notre cerveau, il a le système affectif qui a une énorme importance.
Et puis, il y a les fonctionnements intellectuels, qui, eux, bon, ne m'intéressent pas dans la BD, qui concernent l'intelligence artificielle. Et quand je fais de l'intelligence artificielle, là, je suis infiniment plus modeste. Je m'intéresse à comment fonctionne la perception, comment fonctionne la compréhension. Moi, mon sujet de départ, c'était ça, c'était la compréhension. C'est-à-dire une sorte de raisonnement qui ne sert pas à résoudre des problèmes complexes euh, avec des stratégies sophistiquées, mais c'est plutôt la compréhension, quelque chose que, pareil, l'ordinateur ne sait pas maîtriser. En intelligence artificielle, on parle de sens commun, et les chercheurs s'accordent tous à dire que le sens commun, c'est quelque chose qui, pour l'instant, est inatteignable. Voilà, donc ça, c'est mon sujet intellectuel. Je prétends pas, j'ai pas l'ambition d'obtenir un jour un programme capable de comprendre comme un enfant de 7 ans, hein, comme on disait tout à l'heure, parce que ça, c'est définitivement hors de portée, à mon avis. Mais je suis sur des problèmes de logique et d'informatique qui suffisent à me prendre tout mon temps. Merci Daniel Goussens. Nils Tezosmanov. Bonjour Daniel Goussens. Alors vous n'imaginez pas le plaisir que vous me faites, que vous nous faites avec cet entretien. En ce qui me concerne, moi je suis vraiment fan de votre travail dans la BD depuis que je suis tombé sur les aventures de Georges et Louis dans Fluide glacial. Pour moi, ça a été un vrai choc esthétique parce que ça va très très loin dans une poésie de l'absurde que Desproges n'aurait pas boudé. Alors moi, je vous croyais, je vous connaissais pas, je vous croyais poète, une sorte de poète retranché dans sa caverne. Et je vous découvre à la ville, expert en intelligence artificielle. Alors c'est quand même un sacré oxymore. Et vous seriez donc l'improbable hybridation entre la raison scientifique et la pure poésie. Mais me rétorquerez-vous, croire que le monde est régi par la raison, n'est-ce pas pure folie ? Voilà, donc finalement, vous êtes tout à fait entier. Alors on va donc cheminer entre ces deux passions que vous avez et commencer peut-être par la BD. J'ai envie de vous demander comment sont nés Georges et Louis. Qu'est-ce qu'ils nous disent du monde ? On va peut-être en voir quelques visuels pendant que vous parlez. Qu'est-ce qu'ils nous disent du monde dans leurs longues conversations qu'ils mènent ensemble sur 39 récits ? Voilà, comment ils sont arrivés ? Avant Georges et Louis, je travaillais en flux tendu, on pourrait dire, c'est-à-dire je livrais des histoires chaque mois à Fluide glacial et je stockais des idées qui me semblaient pas si faciles à travailler que ça. Et puis c'était sous la forme de deux personnages qui se parlaient l'un à l'autre, ce qui me permettait d'aborder à peu près du coq à l'âne n'importe quel sujet. Les tandems, depuis Bouvard et Pécuchet, donc c'est fréquent dans la littérature et dans la bande dessinée. C'est pratique, on a un personnage qui peut dérouler son monde intérieur en l'exprimant à l'autre. Il faut au moins avoir deux personnages. Et puis, bon, à un moment, je me suis dit, j'arrête de travailler à flux tendu et je fais les choses qui me plaisent beaucoup. C'était donc le début de Georges et Louis, sans pression, en préméditant mes histoires, en les travaillant longtemps à l'avance, en les laissant reposer. Et du coup, en pouvant choisir vraiment mes thèmes les plus absurdes comme j'en rêvais. Mais effectivement, on le ressent, ce temps long dans ces histoires, parce qu'effectivement, c'est des longues conversations où il y a énormément de poésie, de rêverie, et l'expérience est vraiment très forte, enfin, en tout cas en ce qui me concerne, et ça rejoint complètement ce que vous venez de dire. Alors, vous avez évidemment fait beaucoup d'autres histoires. Jésus-Christ, il y a eu 7 récits, l'encyclopédie des bébés, je ne vais pas tous les citer, il y en a eu beaucoup. L'encyclopédie des bébés, par exemple, en 24 récits. Moi, il y a un truc qui m'avait, par exemple, complètement... je me rappelle encore, ça remonte à un petit moment quand même. Vous voyez une image avec vous me corrigerez si je ne me rappelle pas très bien, mais une dame qui arrive chez le docteur avec son bébé mort dans les bras. Elle arrive chez le médecin, elle lui dit « Mais qu'est-ce qu'il a, mon bébé, il ne bouge plus ?» et le médecin, lui, réfléchit, regarde, l'ausculte et il dit « Mais... je crois qu'il a été dévoré par des fourmis géantes. » Et puis il réfléchit encore un peu, il dit ou peut-être bien qu'il a été tué par un dur coup de poing de Blake le Rock. Faut quand même oser, quoi. D'où ça vient, ces trucs-là?
Ah, je ne m'en souviens plus, mais effectivement, Black Rock, c'est une référence, c'est comment dire, un symbole socialement dans la culture. Je veux dire, c'est un symbole de sous-culture. Hein, c'est censé être. Donc j'aime bien utiliser des choses, des références comme ça qui sont très connotées et qui, confrontées les unes aux autres, font des contrastes. Bon, c'est des procédés comiques. Bon, dans le cas de Black Rock, c'est un souvenir personnel. J'ai dû lire ça quand j'avais 10 ans. Mais ça va quand même loin, effectivement, quand on voit cette dame avec son bébé dans les bras. Euh, alors, autre oxymore chez vous, c'est que vous ne travaillez que avec le papier et le crayon. Pour quelqu'un qui, par ailleurs, est dans l'intelligence artificielle, pourquoi jamais de palette graphique? Pourquoi pas cette tentation, justement, des augmentations qu'apporte le numérique? Bah, j'ai commencé à dessiner vraiment très tôt, donc je me suis engoué dans le dessin profondément. Et comme j'ai commencé avec le papier, bah, c'est là que j'ai tout mes savoir-faire. Et sur l'ordinateur, je retrouve pas ce que je peux faire avec une plume, un pinceau. Je ne retrouve pas ce que je peux faire avec un crayon. Donc, pour l'instant, je ne m'y suis pas mis. Vous vous êtes jamais dit, l'IA, ça peut être une tentation, quoi, vous avez jamais fait ce lien? Ah bah si, si j'avais eu le temps, si j'avais eu 3 vies devant moi, je me D'accord. serais intéressé à l'IA et l'image, ses rapports avec l'image. Mais regardez, vous prenez un dessinateur, par exemple Moebius, qui dessine des dessins au trait extrêmement propres, extrêmement clairs pour notre œil humain. Euh, c'est pour l'instant impossible de créer un programme qui serait capable, ne serait-ce par exemple que de séparer les objets qui sont présents dans une image à Moebius, de comprendre le volume. Tout ça est hors de portée. Donc, je m'y attaque pas, quoi. Ça me semble, pour l'instant, je vois même pas comment je pourrais égratigner le début d'une mécanisation de quoi que ce soit sur l'image. Donc, moi, je me suis pas lancé. Je vois qu'il y a des tas de travaux qui sont faits qui sont extrêmement intéressants. Donc, je suis ça de loin. Moi, je me suis mis plutôt sur des choses plus abordables, comme la gestion de connaissances. Oui. Euh, Toujours dans le registre de la bande dessinée, donc Éloi l'a rappelé, vous avez été Grand Prix d'Angoulême en 97. J'avais juste envie de vous demander comment vous avez vécu cette reconnaissance très forte par vos pairs, par le milieu de la bande dessinée. Bah, comme une surprise, quelque chose d'extrêmement émouvant pour moi, parce que ça avait été un vote de la profession. Moi, j'avais plutôt l'image de moi, effectivement, comme quelqu'un de borderline spécial, particulier. Et donc là, je recevais nettement, comment dire, un message, une information qui semblait dire que non, quoi, que finalement, j'avais plus d'aura que ce que je pensais. Je vous- juste Nils Sedosmanov a une gourde à montrer, et puis après on va la retirer parce que c'est pas très très visuel. Montre cette gourde, s'il te plaît, Nils. Voilà, alors on me dit dans mon oreillette qu'il faut que j'enlève la gourde parce qu'effectivement ça gêne un peu le cadrage de l'image et je voulais juste signaler à ma fille Manon qui m'a offert cette gourde pour mon anniversaire que oui, je l'ai bien avec moi. Voilà, maintenant je vais Ah l'enlever. oui, alors en plus, c'était le message perso. Alors si vous nous écoutez seulement en audio, sachez qu'il y avait une très jolie gourde. Merci Manon, merci Nils Sedosmanov. Il est temps de passer, justement, on est dans les oreilles, donc de passer avec vous, Charlie Bertoneau. C'est le moment de la chronique musicale juste après ce jingle. Comment faire une chronique musicale sur le thème de la poésie à l'intelligence artificielle? Alors, la poésie en musique, je vois à peu près. L'intelligence artificielle en musique, c'est un petit peu moins évident, hein. L'IA a fait son entrée dans le champ de la musique, mais c'est surtout pour une aide à la composition plutôt que pour un processus de création pure. Alors, en fouillant dans mes disques, je me suis du coup plutôt plus intéressé à la poésie dans la musique électronique et j'ai sélectionné 3 morceaux. Le premier, c'est celui d'un artiste londonien multi-instrumentiste, donc il joue de plusieurs instruments, qui est créateur d'une pop aux environnements sonores harmoniques, voire parfois symphoniques. Et bien pour se lever du bon pied, le matin, il s'est lancé dans un projet qui s'appelle Wake Up Calls. Donc on peut traduire par sonnerie
de réveil, mais qu'on peut aussi traduire par signaux d'alerte. En effet, il s'est intéressé aux oiseaux en danger. Et pendant 9 ans, il est allé enregistrer des chants d'oiseaux, il a traité les sons et il en a créé une musique originale. Et là, il nous emmène dans un monde fantastique avec des sons qui parfois rappellent des orques de barbarie, des sons d'oiseaux. C'est une sorte de photographie en mouvement d'une nature à la fois réelle, imaginaire, révolue ou peut-être à venir. On écoute un extrait, Cosmo Sheldrake avec le titre Marche Warbler, qui est en fait un rousserolle verderolle. C'est un petit oiseau. Et du chant des oiseaux, on va passer au chant des humains. Je voulais vraiment vous faire découvrir un artiste méconnu qui a sorti un album en 2000 sur Reflex, le label de Richard D. James, mieux connu sous le nom d'Aphex Twin. Ensemble, c'est le nom de ce projet porté par le français Olivier Allary. Ce que j'aime, c'est ce travail, c'est cette sensation. Il a travaillé, en fait, il a programmé d'un côté les machines avec la partie instrumentale faite de clicks and cuts, de petits bruits, et de l'autre côté, la partie vocale avec la chanteuse Janelle Kimber. Et les deux semblent avancer, chacun sur une ligne. Ils se rapprochent, se croisent, s'éloignent pour se retrouver. Et je crois bien que le résultat donne quelque chose qu'on peut qualifier de poétique. On écoute un extrait ensemble, Sketch Proposals, numéro 3. Et enfin, on va mettre de côté les sons de la nature et de l'humain et nous allons aller à la rencontre de Max Cooper. Il va nous emmener dans le monde des machines. Alors, c'est un ancien généticien bardé de diplômes en bioinformatique qui est devenu un des fers de lance de la musique électronique actuelle. Et pour nous emmener dans son monde des machines, il va s'y prendre de deux façons. Comme tout créateur de musique, il va jouer sur l'environnement, les mélodies, les rythmes. Et puis, il s'amuse aussi en fait avec les procédés. Et il utilise notamment le procédé du son binaural qui permet avec de simples écouteurs d'écouter un morceau de musique en 3 dimensions, devant, à gauche, derrière. En fait, les sons voilà, nous emmènent dans un monde différent et un monde en 3 dimensions. On écoute cet extrait, donc à écouter au casque, c'est encore mieux. Ça s'appelle Resynthesis et donc l'artiste c'est Max Cooper. Merci Charlie Bertoneau, c'était le moment de la chronique musicale de Charlie. Je vous encourage vraiment à aller voir ses productions, l'émission Chute, l'émission courte, c'est un format court, l'émission Chute, excellent, faire voir et entendre par les oreilles. Nils, le temps file, donc on a quelques minutes encore avec Daniel Goussens. Il faut parler d'intelligence artificielle, je crois. Ah, carrément, donc c'est le deuxième sujet, effectivement. Alors, Daniel, vous dites ce qui est très difficile, c'est de modéliser une compréhension. Un programme ne peut pas se débrouiller avec du sens commun, un programme informatique. Et vous prenez l'exemple du petit pousset. Est-ce que vous pouvez nous dire ça? Oui, c'est un exemple classique que beaucoup ont pris en langage naturel. C'est des textes qui s'adressent à jeunes enfants, donc on pensait au début que ça serait facile à faire comprendre à un ordinateur. Et en fait, je vous dis, toutes les notions sont complexes à maîtriser là-dedans. Une classique, c'est le petit pousset est perdu dans la forêt. Et essayer de modéliser avec des expressions formelles en logique le fait que
on veut faire signifier qu'il ne peut pas rentrer chez lui. Bon, il est perdu, il rentre chez lui. Un ordinateur doit dire, ah non, il ne peut pas parce qu'il est perdu. Ça veut dire quoi? Il est perdu dans la forêt. Si on a un enfant devant nous et on pose les questions, il se débrouillera. Il dira, bah, il est perdu parce qu'il ne trouve plus son chemin, mais le chemin, il est dessus. Pourquoi il ne suit pas le chemin jusqu'à sa maison? Alors bon, ensuite, il y a les chemins dans une forêt, c'est un graphe avec des carrefours. Il faut avoir dans la compréhension tous ces détails, une modélisation du graphe, du cheminement sur un graphe, le fait qu'à un carrefour, il y a une seule des routes qui conduit à la destination, et si on prend une mauvaise route, on risque de tourner en rond, etc., etc. Pourquoi est-ce que le petit Pousset ne se mettrait pas à suivre les chemins au hasard, et puis à un moment ou à un autre, il arrivera chez lui? Tout ça est très très difficile à formaliser de façon stable, parce qu'il n'y a pas de problème mathématique précis là-dedans, il y a que du sens commun. Nous, on se débrouille parfaitement et personne n'est capable, jusqu'à maintenant et à mon avis pour encore très longtemps, de modéliser ce qui se passe. Je peux donner un exemple bien plus parlant que le petit Pousset. C'est le rapport entre le rêve et le réveil. Quand on rêve, on est conscient, hein, on a une forme de conscience, hein, on vit, il se passe quelque chose. Et on accepte, on est dans un mode de conscience qui accepte toutes les bizarreries, toutes les absurdités, hein, d'où le lien avec l'humour absurde. Toutes les absurdités. Et souvent, quand on se réveille, on se rappelle un petit peu du rêve qu'on a fait, et on est totalement étonné de voir qu'on a pu accepter un monde aussi absurde. Et ce qui se met en place, c'est ça la compréhension, c'est au moment où on se réveille, il se met en place dans notre tête une maîtrise du réel. C'est-à-dire d'un seul coup, on comprend qu'on était dans un monde absurde, on comprend qui on est, on comprend où on est, on comprend le futur et le passé, enfin relativement quoi. Voyez, donc ce qui se met en place dans le cerveau au moment où on se réveille, c'est une sorte de contrôle incroyable. On sous-estime quand on croit qu'on est à deux doigts d'avoir la singularité et d'obtenir une intelligence artificielle à notre niveau. Non, 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 il y a quelque chose d'extrêmement difficile là. On ne sait pas comment notre cerveau, notre intelligence naturelle, notre compréhension fait pour ne pas se perdre dans nos connaissances. Pour l'instant, les ordinateurs sont perdus dans des labyrinthes de connaissances, au mieux. Les ordinateurs sont perdus dans ces labyrinthes de la connaissance et vous dites que les humains sont des acrobates au contraire de la connaissance et c'est toute la question de la contextualisation effectivement qui permet à l'acrobate de garder son équilibre. Il y a une histoire que j'aime bien, qui est réelle, c'est celle d'un artiste dont le nom m'échappe, il me pardonnera, mais c'est un artiste qui a piégé une voiture autonome. Une voiture autonome, elle calcule 2,5 milliards d'opérations par seconde pour arriver à être autonome. Donc elle est très 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 intelligente et l'artiste il l'a piégée tout simplement en faisant un trait blanc devant elle et comme elle a un code qui est le code qui lui interdit de dépasser, de traverser une ligne blanche, du coup il l'a stoppée avec une craie tout simplement et ça montre donc tout le paradoxe de la voiture intelligente. C'est comme avec une fourmi où on peut faire un trait à la craie et elle est obligée de contourner, elle ne passe pas. Ouais. Finalement, c'est pareil, c'est comme le vivant. Alors, comme j'ai plus qu'une question à vous poser, et vous avez utilisé un mot tout à l'heure, la singularité, et vous me disiez l'autre jour que finalement, le problème, c'est que à chaque progrès, tout le monde en veut, je vous cite. Donc il y a une fuite en avant d'une certaine manière, un hubris autour du progrès. Est-ce que, juste en vous projetant comme ça, est-ce que vous qui faites de l'intelligence artificielle, mais qui en même temps êtes dans l'imagination, dans le rêve, dans la poésie, enfin je pense que vous n'avez aucun problème pour franchir les frontières de l'imaginaire, comment vous voyez l'humain demain ? Bah écoutez, je ne crois pas trop comment dire, à la brutalité d'une invention qui ferait qu'on deviendra immortel ou des choses de genre. Je pense que ça va se faire extrêmement progressivement et qu'on va s'y habituer, comme c'est arrivé en permanence. Je donne un exemple. Quand on lisait les romans de Van Vogt jeune, dans les romans de Van Vogt, l'auteur de science-fiction, il y avait des grands réseaux pensants, etc. On a Internet, bon, ils ne pensent pas, c'est sûr, hein, mais c'est quand même déjà un grand réseau et on s'y est habitué. On ne voit pas ça comme quelque chose, il n'y a pas eu une sorte de choc. Et donc je pense que ça va continuer de la même manière. En ce moment, on vit une sorte de révolution, c'est le big data et le deep learning, bon, le grand volume de données et l'apprentissage profond. Et il faudrait qu'on se rende compte que c'est extraordinaire hein, comme révolution.
mais ça ne touche que la perception. Ce qui a été réalisé avec ces méthodes qu'on va dire probabilistes, c'est une sorte de modélisation de notre perception. On est capable, nous humains, de mémoriser des tonnes de façons de prononcer le langage, des tonnes de suites d'images, des tonnes un locuteur humain d'une langue donnée va pas mémoriser seulement la grammaire et le vocabulaire de la langue, mais des tas d'idiomes, des tas de façons de parler. Et du coup, va être capable de comprendre n'importe qui dans des conditions de bruit, au téléphone, n'importe quoi, très facilement, ce que ne fera pas un étranger. Donc notre cerveau, il a des capacités perceptives de mémoriser et associer à ces mémoires des probabilités d'occurrence. Hein. Mais ça, c'est pas la compréhension, c'est pas le raisonnement, c'est pas la pensée. On en est très, 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 très loin. Donc, ce que je pense, moi, c'est que progressivement, peut-être dans 50 ans, puis dans 100 ans, etc., il y aura comme ça des révolutions qui vont modéliser, voilà, des portions de l'esprit. Mais l'esprit est tellement complexe, c'est un continent tellement énorme que ça se fera lentement et sans qu'on s'en aperçoive. À mon avis, c'est ça qu'on s'en aperçoive. De la même manière que là, on vient de modéliser la perception, personne s'en est vraiment aperçu. Merci Daniel Goussens. Je m'accorde juste une toute dernière question, je vois le temps qui file, mais je me l'accorde quand même. L'humain demain, l'avenir demain, est-ce qu'on va rigoler encore un peu, vous pensez, ou pas? C'est l'artiste Cruz Diez qui disait qu'il se méfiait des gens qui ne rigolaient jamais. J'ai l'impression que le monde est de plus en plus triste. Est-ce que vous pensez qu'on va continuer comme ça ou est-ce que le rire restera le propre de l'homme? Oui, moi je pense que le rire, ça va être le dernier domaine accessible à l'automatisation. Voilà, c'est le plus complexe. Ça, c'est une bonne réponse, c'est un bon mot de la fin. Merci beaucoup Daniel Goussens d'avoir accepté notre invitation. Merci Charlie Bertoneau, merci Nils Osmanov, merci aux coproducteurs de cette émission. JD Carré, Le Cube et Triple C. Cette émission est à retrouver en replay, bien sûr, vidéo, podcast audio sur toutes les bonnes plateformes. Et puis, si jamais vous voulez, évidemment, c'est vous qui voyez, je vous propose d'aimer, de commenter et puis, tous ensemble, partageons le changement.